Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage sur le chemin de Stevenson que nous vous proposons. Depuis Monastier-sur-Gazeille, dans le pays du Velay, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, la petite perle des Cévennes, en passant par le mont Lozère, vous serez subjugué par les paysages et les villages traversés en 1878 par le célèbre écrivain Robert Louis Stevenson, en compagnie de son ânesse, Modestine. Au pont de Montvert, vous saurez pourquoi Stevenson voulait à tout prix découvrir le pays des Camisards. C'est le basculement de son voyage. Un gros changement pour lui. Effectivement, à partir de maintenant, il est dans ce pays mythique dont il a entendu parler enfant. À Saint-Laurent-de-Trèves, c'est un voyage dans le temps auquel nous vous invitons. Le fait qu'elle soit aussi bien préservée, c'est dû à quoi? Il y a 200 millions d'années, notre dinosaure a marché dans la boue. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut observer ses empreintes à l'air libre. Empruntez avec nous le chemin de Stevenson pour un extraordinaire voyage au cœur des Cévennes. Est-ce que je me débrouille bien pour l'instant? Elle ne tire pas, elle te suit, elle a une bonne allure, donc c'est bien. Notre voyage sur les pas de Stevenson débute en Haute-Loire, au sud-est du Massif central, plus précisément dans le Velay. Une région de moyenne montagne que connaît bien Lucille Filleul. J'habite dans le Velay depuis que j'ai 13 ans. C'est une région qui est riche culturellement. Et dès que je suis arrivée ici, j'ai senti que j'allais faire un long chemin avec elle. Depuis, j'ai la sensation que je ne pourrai jamais en partir. J'ai la chance de pouvoir faire le métier de mes rêves. Aujourd'hui, je suis illustratrice. Ici, en Haute-Loire, on a de la chance d'avoir une région très colorée. Pour moi, c'est important de montrer avec une pointe de naïveté et de sensibilité toute la beauté qui nous entoure ici. C'est une région superbe. Ce matin, Lucille nous emmène à la rencontre de Michel Arcis, le maire de Monastier-sur-Gazeille. C'est dans ce petit village que Robert Louis Stevenson décide, en septembre 1878, de venir s'établir. Il était perçu comment dans le village? Parce que voir un Écossais ici, ça devait être assez rare, non? Voir quelqu'un arriver et annoncer qu'il allait partir pour un voyage à travers les Cévennes, Oui. pendant plusieurs semaines, c'était effectivement un petit peu surprenant. Mais après, il a fait connaissance avec les gens, il a eu des rapports très conviviaux avec eux. Et je pense qu'il est devenu un petit peu, d'une certaine façon, un habitant du Monastier, même si c'était un habitant de passage. Il a découvert notre riche patrimoine, notamment notre belle église abbatiale, Saint-Théophred, qui est une des plus grandes du territoire. Mais elle mérite vraiment le détour. Hein. Magnifique. Elle est immense, cette église. Je suis impressionnée. C'est fou. Oui, c'est vrai qu'elle est très très grande. Hein. C'est un peu surprenant d'avoir une église aussi importante dans une petite commune de moyenne montagne comme nous. Alors ça tient bien sûr à son histoire, hein, puisqu'on a eu une abbaye très importante au Monastier, au Moyen-Âge notamment, et qui s'est beaucoup développée, qui était très riche, avec un pèlerinage notamment à Saint-Chaf, notre saint local. Viens voir, je vais te montrer une des pièces maîtresses de l'édifice. Donc voilà, il s'agit d'un orgue qui est l'un des plus anciens en Europe puisqu'il est de 1518. Oh,
Mais il est impressionnant, il est très très grand. C'est Très fou. très grand. Ce qu'on appelle un orgue de chœur, puisqu'à l'origine il était vraisemblablement dans le chœur. Il est encore fonctionnel. Il est encore on peut fonctionnel, jouer, il là. a été restauré dans les années 80. Oui. Est-ce qu'il y avait un endroit que Stevenson préférait ici? Il y a un endroit qu'il aimait particulièrement, il le dit, c'est la vallée de la Gazeille. Il faut se hisser sur le plateau de la Moutette pour admirer un panorama qui rappelait à Stevenson ses Highlands natales. Bah là, on a une sacrée vue, hein, Michel. On a une très jolie vue sur le monastier, mais aussi sur la vallée de la Gazeille. Les deux sucs de Braise que l'on voit, donc tu les vois tous les deux là-bas, Ouais, ce sont deux anciens Ouais. volcans qui sont très connus dans la région. Et c'est un endroit que Stevenson adorait. Il a dit dans différentes lettres qu'il aimait beaucoup aller s'y promener, qu'il aimait beaucoup les falaises et la nature autour. Et c'est lors de l'une de ces nombreuses promenades que Stevenson aperçoit, perché sur un amas de roches basaltiques, une impressionnante forteresse du XIe siècle, le château de Bouzols. Lucile y retrouve son propriétaire, Jean-Louis Beau de Brive. Bienvenue au château de Bouzols. Merci de m'accueillir. Allez, vas-y, viens voir Lucile. Oh Tu là vois là. Et Jean-Louis, il est incroyable ce château. Pourquoi il est positionné ici? Il est incroyable par son histoire, mais il est incroyable par sa situation stratégique. Pourquoi? Parce que tu as la ville du Puy qui est à côté. Donc Bouzols, c'est un endroit absolument fondamental pour défendre le Puy. Nos érudits du 19e siècle, ils l'ont appelé la vigie du Velay sur l'Ivaret. C'est la sentinelle. Jean-Louis, est-ce que Stevenson, il est déjà passé par ici? Effectivement, il passe en 1878. 2 ans avant, mes arrière-grands-parents, ils sont là, en amoureux, en romantique. Ah Et si bon? ça se trouve, ils voient Stevenson qui est en train de passer là-bas, au loin. C'est extraordinaire, tu te rends compte? Donc ils l'ont peut-être croisé. C'est pas impossible. Dans Il le paraît puits. qu'il descendait souvent du monastier au puits. C'est là qu'il a fait son dessin. C'est un croquis rapide, Oui. mais on sent qu'il est quelque part là-bas, vers Arsac aujourd'hui. Alors ce bâtiment, tu vois, Oui. il n'a pas toujours été comme ça. On pense que toute cette partie-là, elle est venue se construire pour protéger ce qui était derrière. Lucile, tu sais, je vais te montrer un des secrets du château. C'est à la fois caché et dangereux. Mais t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Ok, ça va alors. Voilà. Et là, c'est là le secret de Bouzols. Regarde. Tu as vu ça? Oui. Ce fossé? C'est incroyable. Tu vois vraiment que ça a été taillé dans la pierre. Ah là là. Ce fossé, il a été creusé spécifiquement pour éviter les attaques. Ben, ce fossé, il fait partie du système défensif du château. Si les assaillants rentrent dans ce fossé, il y a des défenseurs de part et d'autre. C'est un véritable traquenard, c'est une souricière. Ouais. Il n'a plus qu'à courir tout droit pour échapper aux flèches, aux pierres qui lui tombent dessus. Et là, il y a des marches. Il va filer à toute allure. Et si il ne fait pas attention, il y a le vide, il y a 20 mètres. Et là, il y a les villageois qui vont récupérer le malheureux assaillant qui là sera là. tombé dans ce piège. Ouais, c'est hyper intelligent. Enfin, c'est bien Ça, vu c'est- quand même pour se défendre. Je dis souvent, c'est un Vauban du Moyen-Âge qui a construit ça, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et ça rend le château encore plus imprenable. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de Bouzols. On va rentrer dans la partie que j'appelle le corps de logis, qui était autrefois la ligne de défense. En avant. Vas-y, en avant, rentre et tu pars à droite. Tu vas voir, et là, on change de monde. Oh là là. Voilà ce qui a été fait au XIXe siècle par mes arrière-grands-parents. Ça, c'est la plus belle pièce du château. Il faut imaginer, à l'époque, c'était à ciel ouvert. Tu rentrais dans cette pièce, qu'est-ce que tu avais? Tu avais des ronces, tu avais des sureaux, et là-haut, la nuit, tu voyais les étoiles. Il a fallu refaire les voûtes. La cheminée Et- est impressionnante. Et la cheminée, tu as raison de mentionner la cheminée. Hein. Il y a encore des restes de peinture sur la cheminée. On pense qu'elle est d'époque Henri IV, 1600, entièrement déposée et en pierre volcanique du pays. Le trachyte, magnifique pierre blanche, toute a été reconstruite par un artisan du pays. Et il y a 2 portraits qui, pour moi, sont
sentimentalement très fort. C'est mes arrière-grands-parents qui ont restauré ce château. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. C'est l'œuvre d'une vie. Oui. Moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, une chaîne qui a déjà 1000 ans et dans ma famille plus de 200 ans. On ne peut pas arrêter une œuvre comme ça. Mais du coup, toi, Jean-Louis, qui as dédié toute ta vie à ce château, est-ce que quelqu'un pourra assurer? J'ai 2 enfants, j'ai des petits-enfants et on aura quelque chose qui va continuer, qui est très beau et qui est à l'image de notre pays. Le pays de Velay qui, pour moi, est le plus beau des pays. Un pays dans lequel Robert Louis Stevenson aura séjourné 3 semaines avant de partir à la découverte des Cévennes. Aujourd'hui, les randonneurs qui désirent vivre la même aventure peuvent aller chercher leurs compagnons chez Sylvie Berthet. Merci de m'accueillir ici, dans ce bel endroit. Je te présente Fraise. Comme notre ami Stevenson, eh ben, tu vas partir avec une de mes ânesses pour faire un petit bout du chemin. Écoute, on va aller la préparer. Je vais te montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Ouais. Hein? Mets ton pouce, tu vois, là comme ça, tu tiendras mieux la brosse. Ouais. Ça leur fait des petits massages. Et puis en plus, ça te permet de faire connaissance avec l'âne. Oui. Tu vois, ça c'est important. Et l'âne avec toi. Je lui fais un brushing. Si tu veux, oui. Allez, c'est parti pour la manucure. Est-ce que j'ai l'air à l'aise? On peut pas dire ça. Hein. Maintenant, c'est le bas. Le bas, c'est la selle de l'âne, en gros. Ok. Hein. Les sacoches. Ok. Ici, tu tiens bien quand même la sacoche. Hein. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Ouais, on est T'es à prête? partir. Ouais, j'ai hâte. Allez, on y va. Bon, bah, tu vois, Lucille, ça y est, l'aventure commence. Tu es sur les pas de Robert Louis Stevenson. Ouais, Hein? c'est fascinant. Si ce sentier est aussi célèbre, c'est bien grâce à Stevenson et à Modestine, sa fidèle ânesse. C'est un chemin qui est plutôt facile ou difficile? Alors, il a des parties qui sont délicates, comme par exemple là, cette montée. Oui. Hein. Plus tard, ça va être de la steppe, ça va être des chemins plus plats. D'accord. Après, il y a quand même la montée au Mont Lozère. C'est pas de la difficulté des Alpes, hein, bien sûr, Oui. mais ça grimpe un peu. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme Stevenson et qui voyageaient avec un âne ou une ânesse? Oh non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que l'âne était une bête de somme. Et d'ailleurs, tout le monde pouffait bien de rire quand il voyait passer cet Écossais avec un âne surchargé. C'était vraiment atypique. C'était un précurseur de la randonnée. Il est parti pour 12 jours. Il avait plus de 100 kilos de fourniture, tu te rends compte? 100 kilos, 100 kilos. c'est énorme. C'est énorme, surtout que c'était une petite ânesse qu'il a trouvée sur le marché. Ça devait être vraiment compliqué pour l'âne de porter 100 kilos. Il y avait quoi? Alors, il avait sa popote, il avait son réchaud, de quoi faire le repas en fait. Hein. Et du coup, il avait aussi toute l'alimentation. Il avait fait le stock avec des gros jambons, donc c'était quand même assez impressionnant. Là, ton âne, par exemple, il porte combien, Fraise? Pour préserver nos animaux, on limite à 35 kilos. 35 kilos. Voilà. Stevenson s'est bien aperçu que son ânesse, elle avançait pas parce qu'elle était trop chargée. Comment ça s'est passé, la relation entre les deux? Eh ben, ça a été très, 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 très dur au départ. Stevenson ne connaissait absolument rien à l'âne. Hein. Oui. Allez, viens, Fraise. Allez. Quand il y avait un pré, qu'il n'y avait pas de clôture, l'ânesse, elle courait dans ce pré pour aller manger. Il a tiré, il lui donnait des coups pour la faire avancer. Ah là et là. ça a été très, très dur. Est-ce qu'ils ont réussi à se comprendre à la fin du voyage, tous les deux? Tout à fait. Ils ont réussi à s'entendre, à être compères, en fait, parce qu'ils ont quand même passé 12 jours, 24 heures sur 24, pratiquement. Ouais. Il y a une réelle connexion. Il y a en une fait. réelle connexion et beaucoup de tendresse qui, Ouais. qui se dégage de cette relation. Bon, écoute, maintenant, Lucie, là, je vais te laisser la longe. C'est Et le grand puis, moment. C'est le grand moment hein, pour que Ouais. tu voles de tes propres ailes. Là. Allez, Fraise. Oh, tranquille. Ah, c'est bien ça. Non, mais toutes les deux, on a compris qu'on allait bien s'entendre.
Comme je te disais, il vaut mieux être devant et puis peut-être l'empêcher de manger. Ouais. Hein, sinon, je vais t'es pas arrivé au bout, là. Hein. C'est pas l'heure. Attends. Allez. Eh, ça va. C'est pas si lourd, hein. Est-ce que je me débrouille bien pour l'instant? Elle ne tire pas, elle ne mange pas trop, elle te suit, elle a une bonne allure, donc c'est bien. Tu vois, on est sur des paysages complètement différents. On se retrouve sur le plateau avec le bassin donc, de la Loire sauvage. Tout ça, ce sont tous des petits volcans, ce sont des sucs. D'accord. Une terre volcanique. Oui. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Voilà, c'est beau. C'est Hein. magnifique. D'ailleurs, Fraise, elle apprécie beaucoup qu'on s'arrête pour regarder les paysages. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle s'arrête pas de manger, hein. Ouais, Je ouais. comprends Stevenson maintenant. Après 5 jours de marche à travers les majestueux paysages du Velay, Stevenson et son ânesse trouvent refuge ici, à Notre-Dame-des-Neiges. Une imposante abbaye construite à 1100 mètres d'altitude, au cœur de la montagne ardéchoise. Lucille y retrouve Dominique Ranck, une femme passionnée du patrimoine culturel de sa région. Donc tu vois Lucille, c'est par ici que Robert Louis Stevenson est arrivé le 26 septembre 1878 et il était très très angoissé. Pourquoi il était angoissé? En fait, il était angoissé parce qu'il était protestant et qu'il savait qu'il arrivait dans un lieu catholique. Et au loin, il a vu un personnage qui était un moine habillé en blanc. Il se demandait comment il allait communiquer avec ce père vu qu'ils avaient tous fait vœu de silence. D'accord. Voilà, là on arrive à l'église du monastère. Bonjour frère Gilles, merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. On vous suit. Et donc là, frère Gilles, au moment où Stevenson il arrive ici, il y a combien de moines? Une bonne soixantaine. Une bonne soixantaine. Mais en fait, c'est pas dans ce monastère ni dans cette église que Robert Louis Stevenson est arrivé, puisque je crois qu'il a brûlé en 1912. C'est exact. D'accord. Ici, on est au 3e monastère. Et en fait, il a quand même assisté à une messe, un office, le Salve Regina, et il en est ressorti surpris. Il dit que c'est une simplicité qui touche au cœur. Chez nous, chez les cisterciens, le salvé se fait dans une église toujours éteinte. Il n'y a que la Vierge qui est allumée et les frères dans la pénombre, habillés de blanc, qui vous chantent un grand salvé grégorien. Ça ne vous laisse pas indifférent. Oui, c'est sûr. Alors, nous allons passer dans le cloître, qui est pour nous la plaque tournante de notre vie. On y est, on y passe très souvent. Mais d'ailleurs, quand Robert Louis Stevenson visite cette partie-là, il dit qu'il rencontre énormément de moines et il fait rire un petit peu en écrivant que le père qui lui fait visiter pose des questions à des moines qui n'ont pas le droit de lui répondre. Alors ils répondent par des gestes, des mimiques, des grimaces. C'est vrai. À son époque, on avait le silence complet. Voilà, ouais. Et on avait le langage des signes. Voilà. Et les anciens frères pouvaient faire une demi-heure ou 1 heure de conversation Rien qu'avec des... sans un mot. On vous suit encore une fois. Voilà. Alors nous voici maintenant dans la salle du chapitre où on lisait tous les jours un chapitre de la règle de Saint-Benoît, ou encore on se réunissait pour les décisions importantes de la communauté. En fait, ici, c'est comme une sorte de parlement du monastère. Oui, c'est là que vont se prendre les décisions importantes pour la vie de la communauté. Vous voyez, il y a l'aspect et religieux et en même temps, j'allais dire, politique dans le sens beau du terme, la gestion de la société. D'accord. Notre-Dame-des-Neiges perpétue encore aujourd'hui sa tradition hospitalière. De nombreux randonneurs font étape dans ce cadre enchanteur. Après cette courte halte, Stevenson reprend sa marche en direction des Cévennes. Toujours accompagné de son ânesse, ils franchissent tous deux le mont Lozère, un immense plateau granitique.
l'écrivain est impressionné par la beauté de ces paysages, tout comme Rémi Flamand, un photographe passionné par la majesté de ces décors naturels. Sur le Mont Lozère, j'ai un vrai sentiment de liberté que je retrouve nulle part ailleurs. On peut se promener au milieu des chaos granitiques, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai découvert cette passion pour la photographie en photographiant des paysages que j'arpentais et que j'avais envie de partager. Cette passion est devenue un métier. Sur une même journée de marche, on va trouver des paysages qui sont très différents. Là, ici, on est sur les sommets, on va voir des rivières qui s'écoulent doucement. On a toute une atmosphère qui nous enchante. Dès qu'on est sur les pentes du Mont Lozère, tout s'accélère. Les rivières sont des petits torrents, on a de la cascade, c'est très vivant, il y a un bruit qui est différent. Si on se rapproche du pied du Mont Lozère, il y a des petits endroits plus secrets. Il y a 10 ans, j'ai découvert la rivière souterraine de Malaval. C'est le paradis des spéléologues et des photographes. Et quand je suis rentré dans cet univers privé de lumière, j'ai eu un choc. On découvre un paysage fait de stalactites, d'excentriques, une vraie dentelle minérale. Cette partie-là est extrêmement belle. La Lozère, c'est un département où je me sens parfaitement dans mon milieu. Il y a un vrai esprit de découverte, une nature qui est parfaitement préservée. C'est vraiment un cadeau de la nature. Classés au patrimoine mondial de l'humanité, les Cévennes regorgent de villages pittoresques, comme le pont de Montvert. Sur ces hauteurs, Rémi nous emmène à la rencontre de Mariette Émile, guide conférencière dans les Cévennes. Tu vois Rémi là, ça c'est le pont de Montvert. C'est là où est arrivé Stevenson. Voilà, c'est un peu comme ça que Stevenson a découvert le village en 1878. Donc il arrive du Mont Lozère. Ouais. Il dit, ça y est, je sens l'air des Cévennes, la Cévenne des Cévennes, c'est comme un air de sud. Et quand il descend ici au pont de Montvert, tout n'est qu'émerveillement. Les femmes sont plus belles, voilà, tout est vraiment beaucoup plus riant. Ça représente un gros changement pour lui. Ah, c'est le basculement de son voyage, parce qu'en fait, jusqu'ici, il était en randonnée, en recherche, et à partir du passage du Mont Lozère, il bascule effectivement sur ce pays des Camisards, et c'est ça qu'il recherche. À partir de maintenant, il est dans ce pays mythique dont il a entendu parler enfant, cet espace montagnard, rude, où vivaient des gens qui se sont révoltés pour avoir le droit de pratiquer leur religion. C'est les protestants, tu sais, après la révocation de l'édit de Nantes. Il y a vraiment une bâtisse qui sort du lot là. Ça, c'est le temple. En fait, Stevenson, quand il descend, c'est le premier bâtiment qu'il voit du village. Et ça signe un peu l'entrée dans ce monde protestant. Hop, on enjambe le Tarn. Le pont, c'est la raison d'être du pont de Montvert. Le pont de Montvert, c'est d'abord un pont. Et sur le pont passent les troupeaux transhumants. Et passent aussi les marchands. Combien de moutons montaient sur le Mont Lozère? Alors sur le Mont Lozère, au 19e, il y a 100 000 moutons. 100 000 moutons. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Et voilà, c'est une transhumance qui est très importante. Et qui dit passage depuis le Moyen-Âge pour les hommes et les animaux, dit péage. Péage. Et ce que tu peux voir ici, c'est la tour de péage. Ok. Voilà, aujourd'hui, c'est la tour de l'horloge. Sous ces airs paisibles, ce charmant petit village connut au XVIIIe siècle un événement qui eut des conséquences terribles. On arrive devant une maison spéciale. Alors en fait, on voit plus grand-chose de la maison. Ouais. Ce qui reste, c'est les voûtes que tu vois là avec le joli rosier. Ouais. Imagine-toi, en 1702, il y a une maison à l'aplomb de ces voûtes. D'accord. Et dans cette maison vit le terrible abbé du Chéla, qui est un persécuteur des protestants. À un moment, il va y avoir une révolte. Et ce sont les jeunes des alentours qui se regroupent là-haut dans la montagne et qui descendent de nuit en chantant des psaumes pour aller assassiner l'abbé du Chéla. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont traîné sur la place. Le lendemain matin, on le retrouve lardé de 52 coups de couteau. Un meurtre. C'est un meurtre d'une grande violence. D'une grande violence. C'est une vengeance. Chacun a frappé en invoquant le nom d'un père ou d'une mère Un proche. tué à cause de l'abbé du Chéla ou de l'oppression papiste, quoi. Voilà.
Et à partir de là, démarre la guerre des Camisards. Et pendant 3 ans, le pays va être ravagé par une guerre et les habitants des Cévennes vont devoir vivre avec cette histoire-là qui les marque encore aujourd'hui. Est-ce que Stevenson connaissait cette histoire? Bien sûr. Il appelle ça, il dit que c'est une guerre de bêtes sauvages. Ça y est, on arrive devant notre temple. Voilà le temple, il date de 1828. Il a été construit une fois que les protestants ont récupéré le droit d'être protestants. Il date d'après la Révolution française. Waouh, c'est dépouillé à l'extrême. C'est austère, hein? Oui. On n'a aucune statue, Ouais. aucune représentation physique. En fait, les protestants suppriment tous les intermédiaires. Tout le clergé, on supprime complètement le clergé. Et les protestants ne reconnaissent pas les saints, pas la Vierge Marie non plus. Tu vois une croix, Oui. et sur la croix, il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas Jésus. C'est pas sa représentation physique qui compte, mais c'est son message. Il n'y a même pas de Il décoration. n'y a même pas de décoration. Ouais, ouais. Dans ce pays de Camisards, les protestants ne sont pas les seuls à avoir résisté aux persécutions. À quelques minutes du pont de Montvert, d'autres habitantes tentent aujourd'hui de survivre au cœur de ces troncs de châtaigniers. Rémi nous emmène à la rencontre d'Yves Elie, apiculteur, mais surtout grand défenseur de cette abeille sauvage, arrivée en Europe il y a plus d'1 million d'années. Et voilà. Waouh, ça c'est le rucher tronc. Oui. Témoin du génie paysan, ce rucher renaît aujourd'hui grâce au travail de l'association d'Yves Elie. C'est incroyable. Toute la famille de la ferme en dessous qui a bâti ça au fil de 3 siècles. Et le rucher, à sa belle époque, comptait une 60aine de ruches. Et ce rucher assurait la prospérité de la famille. Ça, c'est un habitat qui a été vraiment pensé par l'homme pour le bien-être des abeilles. Dans un cadre très privilégié ici. Ah oui, ce système d'écrin de pierres sèches va drainer l'habitat des abeilles. Ça permet qu'elles soient bien au sec. Elles sont du coup protégées par le vent aussi. Et la pierre sèche accumule l'énergie du soleil le jour et la restitue la nuit. Si on veut aller les voir, il faut s'équiper. Il vaut mieux. Ça fait bizarre de reprendre cet équipement. Ça te rappelle des souvenirs? Pendant 4 étés, j'ai travaillé chez un apiculteur de Haute-Loire. Ah ouais. Une très belle expérience. Allez, on va aller les voir un peu de plus près. Voilà. Comment les abeilles à l'intérieur vivent? Ça se passe aussi naturellement que dans un arbre creux abandonné dans la forêt. Voilà, tu vas pouvoir voir les constructions naturelles. Bien sûr. Le bas par en dessous. Ah oui, il y a du monde. Hein. Il y a entre 30 000 et 40 000 abeilles. C'est incroyable. Là, elles font le stock de pollen. Là. C'est la période formidable. Rémi, si tu veux, tu me donnes un coup de main. Je vais te montrer comment c'est par en dessus, là, que tu vois. Sûr. Voilà, délicatement, toujours. Bon, ça va, ça bouge pas. Et comme tu vois, il y a un système de clés, bien sûr, qui remonte à la plus haute antiquité et qui permet de fermer hermétiquement le dessus de la ruche. Tu vois? Les abeilles sont on a même la vue gentilles. directement sur les alvéoles remplies de miel. Ouais, aujourd'hui, on ne les récolte plus, ces ruches. C'est juste là pour le souvenir du patrimoine, pour nous montrer un peu comment les anciens élevaient les abeilles. Avec succès pendant des siècles et des millénaires. C'est ça qui est quand même spectaculaire, tu vois. Et tu vois comment elles sont calmes. Ouais, tu vois, regarde, tu peux mettre ta main à côté de la mienne, là. C'est l'abeille noire endémique réputée agressive. Elles sont très calmes, hein. Il n'y a aucun stress. Tu n'as même pas besoin d'enfumer tellement qu'elles sont paisibles. L'abeille qu'on a ici, là, elle est menacée d'extinction. Ces races endémiques ont tendance à disparaître parmi d'autres espèces sauvages sur la planète. Hein. C'est un vaste phénomène. C'est pour ça qu'on travaille à mettre en place peu à peu des systèmes de conservation de cette abeille noire. C'est très beau.
Je suis très heureux d'avoir pu te montrer ça parce que c'est un spectacle rare de nos jours. Je suis très heureux aussi. Durant son périple, Stevenson n'a pas eu la chance de découvrir ce rucher ancestral. Sa longue route le long du Tarn l'en a certainement détourné. S'enfonçant toujours plus au sud des Cévennes, l'écrivain voyageur passe tout près du château de Grisac, avant d'apercevoir la collégiale de Bédouès, un majestueux édifice construit au XIVe siècle par un illustre enfant du pays. Rémy retrouve Bernard Grégoire, un guide engagé dans la sauvegarde de ce trésor architectural. Rémy, nous voilà sur les traces de Robert Louis Stevenson, qui est parti du pont de Montvert pour rejoindre Florac. Et bien évidemment, quand il est passé ici, il n'a pas pu ne pas remarquer ce magnifique édifice que l'on appelle la collégiale de Bédouès. Stevenson cite ce monument dans son livre en disant que c'est un ancien couvent crénelé, puisqu'il remarque bien entendu la tour à créneaux qu'on distingue parfaitement à droite du crochet. C'est sur un promontoire rocheux, afin de mieux dominer la haute vallée du Tarn, que fut édifiée cette collégiale aux allures de château fort. Là, on arrive dans quelle partie? Là, on va rentrer dans la partie la plus ancienne de la fortification qui a été érigée au XIVe siècle. Donc, court. Bernard, on a un devant d'église, on a une partie fortifiée. C'est quoi l'histoire de cette collégiale? Il faut partir au XIVe siècle. En 1363, le pape Urbain V, le 6e pape d'Avignon, qui est natif de la paroisse de Bédouès, a décidé de construire sur ce site une crypte funéraire pour ses parents et sa famille. Mais comme la France est engagée dans la guerre de 100 ans, il décide de faire fortifier la place, c'est-à-dire entourer cette crypte de 4 tours d'angle et de hautes murailles. Comment on est passé d'une place forte à une église où aujourd'hui on a vraiment un clocher? Au milieu du XIXe siècle, le curé de la paroisse décide de transformer les lieux en église. Ça veut dire une extension du bâtiment, l'élévation d'un clocher et le percement des vitraux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Une sobriété impressionnante quand on compare à l'extérieur. Oui, on est dans une ancienne crypte funéraire, donc qui était sûrement très très simple. Et donc Rémy, le tombeau des parents du pape Urbain V. C'est le vrai trésor de l'église. C'est le trésor de l'église de Bédouès. D'ailleurs, ce tombeau et cette façade a été classé monument historique. Bernard, qu'est-ce qui se cache derrière cette façade de marbre? Ici, il y a une alcôve et dans laquelle est entreposé 2 caisses en bois qui contiennent tous les ossements qui ont été retrouvés sous les dalles au moment des travaux réalisés au milieu du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce tombeau? On y retrouve les symboles de la papauté, c'est-à-dire la tiare papale, les 2 clés entrecroisées, et ici, les armoiries de Guillaume de Grimoire, de la famille du pape Urbain V. Rémy, on va accéder maintenant à la tour. On rentre dans la tour et on va rentrer ici dans la vieille cuisine où habitait monsieur le curé et où il a habité jusque dans les années 1970. C'est vraiment resté... Dans son jus, pratiquement, avec la vieille cheminée où sûrement il se chauffait en hiver. Et on peut même remarquer dans l'arrière-cuisine ici qu'il n'y a même pas l'eau courante, mais un vieil évier. C'est typique, hein, ces éviers qu'on retrouve en façade comme ça, avec l'évacuation. Hein. C'était quand même assez sommaire, comme confort, on va dire. Mais écoute, Rémy, on peut monter dans le donjon du château. Ça, c'est visité par le public. Et oui, c'est le point d'aboutissement des visites et c'est l'occasion de découvrir l'ancien village avec la petite chapelle du XIIe siècle. D'accord. Voilà le beau monument de notre province qui était autrefois le Gévaudan et qui aujourd'hui s'appelle le département de la Lozère. On sent que tu es très attaché à cet endroit.
Oui, parce que j'y suis venu depuis que je suis né, puisque mon père est originaire de ce village. Et même mon épouse est originaire aussi du petit hameau de La Pontaise qu'on voit là-bas. Alors tu vois qu'on a des racines anciennes ici et on y vient le plus souvent possible. J'ai une belle lumière sur toi, je vais en profiter pour faire une petite photo de toi face à ce paysage. Depuis la collégiale de Bédouès, il n'aura fallu à Stevenson qu'une petite heure de marche pour rejoindre Florac, un carrefour géologique exceptionnel niché entre Gorges du Tarn, Causse et Cévennes. Charlotte Éloi a grandi dans ce pays, puis l'a quitté pour suivre ses études, avant de vite y revenir pour prendre sa part au dynamisme d'une terre cévenole dont elle ne cesse de découvrir le remarquable patrimoine. À Florac, Charlotte est en compagnie d'Anne Chrétien-Nourry, une animatrice culturelle incollable sur le voyage de Stevenson. Quand Stevenson arrive à Florac, le tam-tam un peu de local a prévenu de son arrivée. On s'est passé le mot, un étranger circule avec une ânesse et il vient d'Écosse. Et là, arrivent les notables pour l'accueillir dans de meilleures conditions, pour pouvoir lui parler, l'écouter, l'entendre. Il a été très bien accueilli. Et... On sait qu'il se fait comprendre malgré son accent écossais, parce qu'il a l'amour du français et qu'il vient surtout ouvrir ses oreilles et demander aux gens « mais de quoi tu vis ?» Les lentilles, ici la transhumance, la laine. Comment c'est-il qu'il y ait autant d'eau, autant de fontaines, autant de... Voilà, il est fasciné par la clémence en fait du lieu. C'est assez prodigieux et c'est la mirobolance. Alors Anne, dans son livre, Stevenson parle d'une source. Ah oui. On en voit le résultat ici de l'accumulation de l'eau. On va remonter en fait jusqu'à la source au pied du plateau. Allez, je te suis. Une source vive qui jaillit de la falaise. C'est avec ces mots que Stevenson l'a décrit dans son récit. Charlotte, on emprunte le pont de la Draille, c'est-à-dire le chemin qu'empruntaient les troupeaux pour monter vers les alpages. Et si tu veux jeter un œil sur les jardins mirobolants, c'est assez... Regarde ces patates, ces pommes de terre magnifiques. C'est l'abondance. Oh, les pivoines là-haut, regarde-moi ça. Tout a l'air assez facile parce que c'est aussi dû à la présence de l'eau. Et l'eau, tu vois, elle est là. On touche un peu ça. Ça rafraîchit bien, c'est 5-7 degrés en permanence. C'est une eau potable? Oui, elle est non seulement potable, mais elle est précieuse. Cette eau, elle traverse toute l'épaisseur du Causse avec des fissures verticales qui font que l'eau ne reste pas en surface sur les plateaux calcaires. D'accord, elle donc remonte. Elle sort. Ouais. C'est un gruyère en fait, le calcaire du Causse, des Causses. Charlotte, nous arrivons à la source du péché. C'est magnifique. Un bain de verdure, d'humidité, de nature. Un autre monde. La source du péché, en fait, elle ressurgit dans ce chaos moussu. Alors là, on a un bassin d'eau claire, oui. Voilà, et une eau cristalline. Oh, c'est superbe. Avec ce paysage, Stevenson ne devait peut-être pas être trop dépaysé par rapport à son pays, l'Écosse. Je pense qu'effectivement, il se sent au pays. Enfin, je veux dire, comme chez lui. Bon, lui, il a des problèmes respiratoires et il n'aime pas le froid. Et... Donc ici, c'est à la fois la profusion de l'eau qui fait qu'il est chez lui, mais en même temps avec cette influence méditerranéenne. Donc pour lui, c'est le bonheur. Stevenson n'est pas le seul à avoir laissé sa trace sur ce territoire. Il faut s'écarter de son chemin pour en découvrir de bien plus anciennes à Saint-Laurent-de-Trèves. Charlotte, allons-y. Rémi Noël est le dernier maire de cette petite commune perchée sur cet éperon rocheux.
Dès l'époque préhistorique, c'est un lieu naturellement fortifié qui est occupé il y a déjà 4 ou 5 000 ans. Ah oui. Les Gaulois s'y installent aussi par la suite avec les Romains. Ils garantissent l'exploitation des mines de fer qui sont un peu tout autour de la commune. Là. C'est sur ce site grandiose chargé d'histoire que furent découvertes, il y a plusieurs décennies, des traces de dinosaures uniques en Europe. Des empreintes qu'étudie Jean-David Moreau, un paléontologue passionné par la présence en Lozère de ces fascinants animaux. D'après la légende, ce sont les fées qui se sont posées ici et qui ont laissé des empreintes. Bonjour Jean-David. Vous venez voir les empreintes? Oui, que nous dit le scientifique? Alors écoutez, vous avez des empreintes là qui sont très bien marquées. Des empreintes qui sont réparties sur une surface assez grande, ici à Saint-Laurent-de-Trèves. En tout, vous avez plus d'une vingtaine d'empreintes de dinosaures. Moi, ça m'épate. J'arrive pas à l'imaginer. Tu peux m'expliquer comment était Saint-Laurent-de-Trèves au temps des dinosaures? Les grandes vallées qu'on a ici n'existaient pas. Elles sont apparues bien plus tard. Il y a 200 millions d'années, en fait, ici, on était sur la bordure d'un littoral, d'une mer qu'on appelait Thétis. Et cette mer recouvrait quasiment une bonne partie du Massif central et la Lozère et une partie des Cévennes. Le dinosaure qui a laissé ses empreintes, c'est un dinosaure qui était un dinosaure bipède, carnivore, et qu'on appelait un théropode. D'accord. Pour te donner une idée, c'est un dinosaure qui ressemblait un petit peu au tyrannosaure. Tu peux me montrer davantage les empreintes? Alors regarde Charlotte, on va surligner ici les empreintes avec de l'eau pour montrer les 3 doigts, donc de cette empreinte tridactyle. C'est vachement plus. Ah, c'est mieux visible, hein. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. On connaît justement des empreintes tridactyles chez certains animaux actuels, ce sont notamment les oiseaux. Ouais. Et ces théropodes sont justement les ancêtres de ces oiseaux. Incroyable. Ouais. On estime que le dinosaure qui a marché ici mesurait environ 3 à 4 mètres de longueur. On peut même, à partir de ces traces, déterminer sa vitesse de déplacement. Comment tu détermines la vitesse? Alors regarde, en fait, si tu veux, je vais prendre des mesures. Je vais mesurer par exemple la longueur des doigts. Ok, différent. C'est ça. Je vais mesurer la largeur de l'empreinte, sa longueur. Je vais regarder également l'angle entre chaque doigt. Et puis, je vais mesurer la longueur entre chaque empreinte, ici ou encore là. Et entre chaque pas, il y a 1,50 m. 1,50 m. Et ça te calcule la hauteur et la vitesse? Oui, tout à fait. Je peux déterminer la hauteur du bassin de l'animal et sa vitesse de déplacement. 8 à 10 km/h. Et le fait qu'elle soit aussi bien préservée, c'est dû à quoi? Notre dinosaure a marché dans la boue, donc une boue meuble. Cette couche de boue a été recouverte par une nouvelle couche de boue, une autre, encore une autre. Toutes ces couches de boue sont devenues ensuite des sédiments, puis des roches. Et ces roches ont ensuite été altérées. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, eh bien, on peut observer ces empreintes à l'air libre. C'est quand même un lieu de travail assez extraordinaire. C'est vrai, c'est exceptionnel. On est ici à la frontière finalement entre les Cévennes, d'un côté, le Causse Méjean de l'autre, et ce Causse qui nous livre finalement des sédiments extrêmement vieux qui nous permettent de raconter une histoire vieille de 200 millions d'années. Bien des recherches seront encore nécessaires pour comprendre où et comment les dinosaures se déplaçaient ici. Ce qui est en revanche certain, c'est que Stevenson a traversé cette profonde vallée pour rejoindre la petite ville de Saint-Jean-du-Gard, l'ultime étape de son voyage. En cette fin du 19e siècle, Saint-Jean-du-Gard est un haut lieu de la fabrication de soie. Plus de 1000 fileuses travaillent dans les 23 filatures que comptait à l'époque la cité. Charlotte nous emmène à la découverte de la Maison Rouge, dernier témoin de ce riche patrimoine industriel. Dans ce bâtiment, il y a eu jusqu'à 150 femmes et quelques enfants qui travaillaient à la filature. Claire Champetier est l'attachée de conservation de cette ancienne filature, devenue aujourd'hui musée des vallées Cévenols. Voilà, là, Charlotte, on rentre dans l'ancienne filature et c'est ici qu'on fabriquait le fil de soie. Magnifique. Comment on fabriquait la soie, Claire? Alors, à partir des cocons de verre à soie, que tu peux voir ici. Donc, en fait, on nourrissait le verre à soie pendant 1 mois entier. Il avait 4 mues et ensuite, il monte dans ses branches de bruyère, comme tu peux le voir, et pour faire son cocon. Et le cocon, en fait, c'est un fil unique de soie qui peut faire entre 700 et 1500 mètres de long. C'est quand même assez incroyable. Et donc, c'est à partir de ce fil qu'on va créer un véritable fil de soie. Tu me montres comment on fait? Tout de suite.
Il y avait de nombreux cocons qui étaient dans une bassine d'eau presque bouillante. Et ensuite, avec ce balai de bruyère, on remuait pour trouver le départ du fil. Et donc on voit ici que la fileuse, elle était en train de fabriquer 4 fils de soie en même temps. Et le cocon se dévide ensuite sur les guindres que tu vois derrière. Je peux toucher? Tu peux y aller, vas-y. C'est super doux. Oui, c'est très doux. Et derrière toi, je vois des machines. Oui, je vais te montrer. Donc tu vois, cette machine, elle date des années 1930. Le grand boom de la soie en Cévennes, c'est le 19e siècle. Et donc, on a développé ce genre de machine pour augmenter les cadences et le rythme de fabrication. Il y avait une personne par bassine? Une personne par bassine. Donc là, nous sommes sur un métier de 8 bassines. Évidemment, il y en avait tout le long de la filature. Ça devait être une ambiance assez particulière. Oui, tout à fait. Il faut imaginer beaucoup de bruit, de la chaleur, de l'humidité, les mains dans l'eau bouillante toute la journée. Donc elles avaient les mains très abîmées. Et puis, les salaires assez bas, beaucoup de surveillance et des règlements très stricts des filateurs. Qu'est-ce que c'est que ce règlement? Alors, dans les années 20, la main-d'œuvre se fait rare et donc on emploie des fileuses qui viennent de Lozère, d'Espagne, mais surtout d'Italie. Et donc, ici, à Maison Rouge, elles sont logées sur place. Et donc, le filateur est un petit peu garant de la morale de ces jeunes femmes. Et donc, elles ont un règlement très strict. Elles travaillent du lundi au samedi, 14 heures par jour. C'est incroyable. Elles sont obligées de demander pour sortir dans le village. Et le dimanche, il fallait aller à la messe. Et donc, c'était vraiment drastique. Maison Rouge a fermé ses portes en 1965 et c'est la dernière filature de soie en France à avoir fermé. C'est magnifique d'avoir gardé tout ce patrimoine. Les filatures de Saint-Jean-du-Gard n'ont certainement pas échappé au regard de Stevenson. Tout comme ce pont auquel les habitants de la ville sont très attachés, le pont Vieux. L'ouvrage d'art, maintes fois emporté par les eaux du Gardon, fut obstinément reconstruit à l'identique. Et c'est sur ce pont que l'historienne Nelly Duret nous fait le récit de la fin du voyage de l'écrivain à Saint-Jean-du-Gard. Alors Charlotte, tu vois, il faut imaginer. Sur ce chemin, nous sommes le jeudi 3 octobre 1878 et tu vois 2 silhouettes qui avancent. Il s'agit de Robert Louis Stevenson et de son ânesse Modestine. Et ben voilà. Alors, ils vont passer sous le pont, ils vont remonter dessus, le pont Vieux de Saint-Jean, avec 6 arches en dodane et qui enjambent le Gardon depuis le XVIIIe siècle. C'est l'emblème de Saint-Jean-du-Gard. Et là, notre ami Robert Louis rentre dans Saint-Jean-du-Gard et dit « Saint-Jean, cette grande ville est surtout protestante. » Et là, il a tout dit. Bon, alors tu vois, Charlotte, Stevenson arrive par là. Oui. Et il a en face de lui cet énorme temple. Et de chaque côté du temple, tu as l'école de garçons et l'école de filles. Alors, si je te pose la question, d'habitude, dans les villages en France, qu'est-ce que tu as entre les 2 écoles qui lient élèves et citoyens? Une mairie. Une mairie, voilà. Et ici, c'est le temple. Parce que avec la réforme, tu as l'obligation de lire ta Bible tous les jours. Donc, il faut que tu sois alphabétisé. Alors, la Bible, la voilà, elle est écrite en français, alors qu'au XVIe siècle, les Bibles étaient en latin. Ça va donner une civilisation du livre. Parce que le Cévenol, il lit depuis le XVIe siècle, voilà. C'est ce qui fait, Nelly, qu'ici, on a une civilisation très éduquée. Évidemment, évidemment. Merci à Luther. Bien avant que les protestants ne recouvrent ici leur liberté de culte, certains d'entre eux se réunissaient à l'abri des regards dans cette propriété privée. Ah, elle est splendide. Quelle est l'histoire de cette maison? Tu vois, Charlotte, ici, on est dans un lieu particulier parce que ce sont des notables protestants qui se sont mis ensemble pour acheter une terre et bâtir ce pavillon pour pouvoir non pas l'habiter, mais débattre. Dans les salons qui se trouvent de part et d'autre ici, on est comme dans les salons parisiens. On débat des mêmes choses. Parce que dans les... Et voilà. On débat sur la liberté de conscience qu'ils n'ont pas, sur les thèmes des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. La raison, l'individu, le progrès, la tolérance. Autant d'idées dans l'air du temps.
Est-ce que le parc également a une histoire? Une histoire magnifique. Alors nous sommes au XVIIIe siècle. Le protestantisme est interdit par le roi de France. Eh bien, à Saint-Jean-du-Gard, si t'es rebelle, si t'es résistante, on se réunit et on fait des cultes en plein air, ici. Et on se donne des festins gras les jours de carême ou le vendredi. Mais quelle honte! Ici, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. On est opiniâtre, on est obstiné. Et tu crois que ce caractère de résistance, c'est ça qui a plu à Stevenson? Ah, j'en suis certaine, parce que tu vois, ça lui a rappelé sa gouvernante, ce qu'elle lui racontait, la traque sur la lande, etc. Ces gens persécutés là-haut en Écosse et persécutés ici, donc il a tout retrouvé. Son existence. À Saint-Jean-du-Gard, nul ne peut ignorer le passage de l'écrivain dans la ville. Cette fontaine est un hommage des Saint-Jeanais. C'est les Saint-Jean qui a voulu inscrire dans son patrimoine l'arrivée de Stevenson ici dans sa ville. C'est bien ici que se termine le voyage de Stevenson. Nous sommes au bout du voyage. À partir de là, il va prendre la diligence, il va rejoindre Alès et puis surtout, il va se séparer de Modestine, son amie avec laquelle, comme il dit, ils ont trottiné ensemble sur leurs 6 jambes pendant 12 jours, 240 km. Mais là, maintenant, il faut lui dire adieu, Modestine. Et dans la diligence, une fois assis, il va dire « Ah, je sens une émotion qui me submerge. Ma compagne, mon Agnès, ma Modestine, elle avait les qualités et les défauts de son sexe. Ça, tu le prends comme tu veux. » C'est avec ce dernier trait d'esprit du grand écrivain que s'achève notre voyage. À votre tour d'emprunter le chemin de Stevenson pour, comme lui, goûter à l'ivresse de la liberté.